Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vers l'excellence sportive. Je m'appelle Johan, je suis étudiant en STAPS et dans ce podcast, je vous invite à vous plonger dans le monde du sport et de la performance à travers des entretiens avec des experts du domaine. Dans ce podcast, nous aurons l'opportunité d'aborder divers sujets directement liés à la performance sportive, comme par exemple la préparation physique, la préparation mentale, l'entraînement, les blessures et encore d'autres sujets. Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Hidalgo. Bonjour Alexandre. Bonjour. Peux-tu te présenter s'il te plaît pour ceux qui ne te connaissent pas? OK, bah, alors moi je m'appelle Alexandre Hidalgo, j'ai, 33 ans, je suis originaire à la base du sud de la France, et là actuellement je vis sur Poitiers parce que je travaille au pôle France de tennis, avec le pôle France, U16. Est-ce que tu peux parler un peu de ton parcours, ce qui t'a amené vers le tennis, vers l'entraînement, la préparation physique, etc. Écoute, j'ai toujours été passionné de sport depuis tout petit, j'ai toujours adoré le tennis. Alors je suis un pratiquant, moyen, un niveau, 3 série, donc pas très fort, mais c'est toujours le sport qui m'a guidé un peu en fil rouge. Après j'ai fait d'autres sports, j'ai fait du hand, j'ai fait, du décathlon, là je fais du crossfit actuellement, donc j'essaye vraiment de pour ma pratique perso de varier. Moi à la base j'ai un parcours universitaire, donc j'ai fait licence, STAPS, entraînement sportif et après j'ai fait master, préparation physique et réathlétisation à Montpellier. Pendant mon master en fait j'étais, à Montpellier, handball, où j'avais les moins de 14, donc je faisais mon stage, à ce moment-là dans cette structure-là. Après, j'ai basculé dans le football, où j'ai bossé pendant 4 ans au centre de formation d'Arles-Avignon, qui était un club à l'époque en Ligue 2, avant que le club, coule. En 2010, je ne vais pas dire de bêtises, en 2015 pardon, le club a un peu coulé. Donc en fait, j'ai postulé dans une société qui s'appelait à l'époque ESP Consulting sur Aix-en-Provence, où j'ai fait, 4 ans aussi et là, j'attaque ma 5e année au pôle France de tennis à Poitiers. Ok, c'est intéressant comme parcours. Tu as fait ton master à Montpellier. Ouais, Moi, je fais le même actuellement. Là, je suis en première année de master. OK. Qu'est-ce que tu en as pensé du master par rapport à la licence que tu as faite? Est-ce que tu as vu une différence? Qu'est-ce que le master t'a apporté en plus? Je pense que si tu es un étudiant et que tu sais déjà ce que tu veux quand tu rentres en licence, en fait, le parcours complet est très bien, parce que ça te permet d'avoir tout ce qui est théorie sur la licence. En tout cas, moi, la licence, j'ai vraiment beaucoup apprécié à Avignon, parce que je trouvais qu'il y avait un niveau théorique, très intéressant, tout ce qui est anatomie, physiologie, cardio. Par contre, c'était quand même assez théorique, pas très orienté dans ce que je voulais faire. Mais comme j'avais la vision dès le départ, la vision à long terme, en fait, je me suis dit: «Bah, écoute, c'est juste une base que tu vas avoir» et après le master, en fait, c'était beaucoup plus orienté sur ce que je voulais faire, donc de la prépa physique. Donc en fait, avec tous les intervenants qu'il y avait à Montpellier, ça a permis d'utiliser les ressources que j'avais appris en licence pour les appliquer un peu plus, toujours en théorie, mais déjà plus orienté en pratique sur la prépa physique, la réathlétisation, il y avait de la prépa mentale, c'était vachement intéressant. Et tu l'as fait tout la licence, tu l'as pas faite à Montpellier? Non, je l'ai fait à Avignon, parce qu'à Montpellier, je m'étais un peu renseigné. Moi, à la base, je suis d'Arles, donc Avignon, Montpellier, c'est à peu près la même distance. Mais j'ai vu que Montpellier, c'était quand même il y avait beaucoup d'étudiants, c'était beaucoup de QCM, les amphis étaient pleins. Donc du coup, j'ai préféré faire, ma licence à Avignon, parce que les amphis étaient quand même beaucoup plus restreints. On était vraiment des promotions beaucoup plus petits, ouais. Donc on connaissait vraiment les profs, ça permettait d'aller plus loin, je trouve. Voilà. Après, il manquait dès le départ, je savais qu'il manquerait ce côté, sportif de haut niveau que tu peux avoir à Montpellier, qui est une ville qui est extrêmement sportive par rapport à Avignon. Mais je trouve que les 2 sont bien complétés. Moi, je regrette pas d'avoir fait ce choix-là. OK, très bien. Est-ce que tu peux parler un peu de la façon dont tu travailles actuellement avec les joueurs de tennis? Alors pour te situer le contexte, donc moi là, j'attaque ma 5e année au pôle France. La première année, quand je suis arrivé, il y avait que 6 joueurs. C'était une structure qui était vraiment en perte de vitesse, parce que le président de la fédération de l'époque, en fait, croyait pas du tout au pôle France. Lui, il pensait que c'était un système qui était dépassé de regrouper les meilleurs joueurs.
Lui, il préférait les voir s'entraîner directement dans leur club, proche de chez eux. Bon, moi, je suis pas de cet avis-là, mais à l'époque, c'était ça. Donc c'est une structure qui a, avec le changement de présidence, qui a repris de nouveau, de l'attrait. Donc je suis passé de 6 joueurs la première année à 7, puis 8, puis 10 l'année dernière et là j'ai 16 joueurs. Donc là, en fait, j'ai 16 joueurs à temps plein, donc ils sont logés au Crêpes, toute l'année. Ils font leur scolaire sur place. Ils ont environ, entre 2 et 3 heures de cours par jour en moyenne. Et après tout le reste de la journée est consacré à l'entraînement. Donc voilà, classiquement, soit ils ont école de 8 à 11, soit de 13 à 16 selon les jours. Et s'ils ont école de 8 à 11, bah, en général, on les prend de 11 heures à 12h30 et on les reprend, l'après-midi. Et les jours où ils ont école à 13 heures, on fait un 8h30, 8h, 11h, 11h30. Donc il y a 3 heures, un bloc de 3 heures d'entraînement le matin. Ils vont à l'école et on les reprend l'après-midi. Donc ils ont quasiment tout le temps 2 entraînements par jour. Par contre, c'est pas toujours de tennis ou de physique. On essaie de varier un maximum en fonction de l'objectif. Mais voilà, Ok, donc et comme je te disais, moi j'ai 16 joueurs. ouais. Je suis à temps plein qu'avec eux. Hem, on essaie de faire un maximum de groupes. Donc on a quand même des sessions qui sont identifiées, collectives, comme les sports collectifs par exemple, ou des sports annexes. Par contre, après tout le reste du temps, moi j'essaie d'individualiser où ils sont entre, allez, entre 2 et 4 joueurs maximum. Et du coup, tu es uniquement sur la préparation physique ou tu as des parties entraînement classique de tennis? Moi, en fait, ma mission, principale au Pôle France, donc c'est la prépa physique, la réathlétisation des blessés. Dans le cadre de la Ok. réathlétisation, c'est moi qui reprends la partie tennis au début, les premières semaines. Et après, j'ai les déplacements en tournoi aussi qui me prennent, allez, entre 70 et 85 jours par an en moyenne. C'est entre 9 et 13 semaines par an. Donc ça paraît pas énorme, mais en fait, mis bout à bout, ça fait des semaines, qui sont très chargées. Et tu es tout seul à gérer la préparation physique ou tu as d'autres prépas qui sont à tes côtés pour t'aider? Parce que quand il y a beaucoup de joueurs, en général, comme tu t'en as parlé tout à l'heure, mais pour individualiser, c'est moins pratique. Ouais, alors, ce qu'on fait, c'est que jusqu'à l'année dernière, moi, j'étais tout seul, parce qu'il y avait, enfin, jusqu'à il y a 2 ans, pardon, j'étais tout seul parce qu'il y avait, qu'un pôle France masculin. Mais comme j'avais peu de joueurs, ça me permettait de faire en même temps les joueurs du pôle France et les stages nationaux, parce que toutes les semaines sur Poitiers, il y a des stages avec les meilleurs Français de 2010, 2011, 2012 et ainsi de suite. Donc moi, ça me permettait à l'époque d'avoir une vue d'ensemble sur tous les jeunes, de France, parce qu'ils étaient tous regroupés sur Poitiers. L'année dernière, il y a eu un pôle France féminin qui s'est ouvert. Donc il y a eu une collègue, Morgane, qui a été recrutée à ce moment-là, mais elle, elle ne gérait que les filles. Moi, j'en avais 10, ça passait encore tout seul. Et là, comme j'en ai 16 cette année, en fait, elle me file un coup de main sur des créneaux qui sont identifiés. Donc j'ai un créneau chaque matin où elle me décharge de certains joueurs. Et j'ai également le kiné, donc Corentin Ronjon, qui bosse au Krebs, qui a aussi, qui est kiné du sport et qui m'accompagne aussi sur 3 heures par semaine pour essayer de me décharger un petit peu. Et du coup, là, tu as parlé du pôle France. Ouais. Je sais qu'il y a des joueurs qui s'entraînent aussi à la Fédé. Est-ce que tu peux expliquer un peu la différence entre ces deux clubs, entre guillemets? Alors, en fait, le pôle France est inclus dans la fédé. Je préfère, il y a 3, on va dire 3 grands systèmes d'entraînement pour le tennis. Il y a donc le système fédéral avec, avec la fédération, donc les pôles espoirs qu'on appelle maintenant les CFE, les centres fédéraux d'entraînement. Après, il y a donc ça, c'est en gros jusqu'à 12 ans. Après, à 12 ans jusqu'à 16 ans, les meilleurs sont pris en pôle France, donc à Poitiers. Et quand ils ont 16 ans, s'ils ont suffisamment progressé et eu de bons résultats, ils enchaînent à Roland-Garros. Voilà, ça, c'est la filière qui est fédérale. Il y a une deuxième filière qui est plutôt type académie, parce qu'il y a beaucoup d'académies qui se sont créées sur les 10 dernières années. Donc, ceux qui connaissent un peu le tennis, il y a Mouratoglou, il y a la All-in, il y a Elite Center, enfin, il y a beaucoup de structures qui existent. Donc ça, c'est une deuxième voie. Et il y a une troisième voie, c'est directement dans le privé, où des parents qui ont les moyens de payer un entraîneur en privé, un préparateur physique, peuvent aussi faire le choix de dire: «Ah, moi, le système fédéral ne me plaît pas, les académies, ça ne me plaît pas, du coup, je paye mon propre coach». Voilà, ça, c'est les trois systèmes qui existent en France globalement. Et donc, toi, tu travailles dans la Fédé, du coup. Ouais, alors moi avant j'étais, sur Aix, en fait, donc j'étais salarié d'une entreprise et ils me mettaient à disposition à peu près à mi-temps dans la ligue PACA de tennis. Donc j'avais déjà un pied dans le système fédéral et on bossait également avec des académies privées. Il y avait une académie sur Aix, le Country Club, et une académie à Marignane qui s'appelait la Sud Tennis Academy. Donc j'ai connu aussi un petit peu le système d'académie, mais globalement moi j'ai plutôt
fais depuis un moment. C'est-à-dire que je suis passé du club au CFE, aux ligues et maintenant au Pôle France. OK. J'aimerais revenir aussi sur un aspect où on n'a pas du tout abordé, mais je sais que précédemment dans le podcast, j'ai eu la chance d'échanger avec, Julien Mazeri, Ouais, avec qui tu as écrit un livre. Est-ce que tu ouais. pourrais rapidement parler un petit peu de ce livre, de quoi il parle et les objectifs, pour les lecteurs? On l'a écrit, il est sorti en 2000, je crois que 2018, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, ça commence à remonter un petit peu. Bon, c'est parti d'un petit challenge en fait entre Julien et moi, on bossait ensemble. Lui avait eu apparemment ce projet-là d'écrire un livre depuis longtemps. Moi, je l'avais pas forcément, mais en fait, c'est parti, voilà, d'un petit challenge entre tous les 2 et finalement, c'est moi qui ai commencé le truc et au bout de quelques mois, je lui ai dit: «Ah écoute Julien, tu m'as chauffé un peu, regarde ce que j'ai fait. Toi, je sais que c'est ton kiff, tu voulais faire ça. Est-ce que ça te dit, bah, qu'on essaye de le faire ensemble, quoi?» Voilà, moi, j'ai apporté, plutôt à dire le côté, tennis technique parce que j'étais déjà là-dedans. Après Julien, lui, est plus scientifique que moi. Donc, ce qui se passe, c'est que lui m'a permis de faire la relecture, m'a permis de faire, attends, excuse-moi. Hop, je mets en vibreur. Voilà. Mon Attends, laisse-moi juste une seconde, je coupe WhatsApp parce que ça va couper. Pardon. Lui m'a plutôt permis de faire tout ce qui est, côté, relecture, côté, scientifique, parce que lui aime beaucoup ça. Tu vois? Je sens qu'il c'est vraiment son truc à lui. Donc du coup, il m'a bien aidé par rapport à ça. Donc en fait, on s'est complétés, donc c'était parfait. OK et du coup, le livre, du coup, c'est un livre, sur la prépa physique, en tennis. Est-ce que Ouais, tu peux juste, pour s'il y en a qui jamais qui sont intéressés par la ouais. préparation physique dans le tennis, on sait qu'on peut beaucoup c'est des livres. Est-ce que toi, tu aurais d'autres stratégies, on va dire, pour, perfectionner ses connaissances, et puis s'améliorer dans ce domaine-là qui est quand même assez complexe, il y a plein de choses à prendre en compte? Alors donc ouais, juste pour compléter par rapport au livre, nous on a voulu vraiment que ça soit très simple et très compréhensible. Donc pour certains, ça va paraître peut-être trop simple, mais on voulait que ça soit accessible à tout le monde. Voilà. Ça faisait longtemps qu'il y avait aucun livre qui était sorti sur ce sujet-là. Donc on s'est dit: «Écoute, l'idée serait de faire quelque chose d'assez simple, d'assez synthétique pour que tout le monde puisse comprendre». Et après on a, heu, cherché un petit peu à se dire: «OK, ça doit rester simple, mais ça doit être un peu plus, fouillé quand même». Donc on y a inclus des références scientifiques, on allait chercher des publications, on essaie de faire un travail quand même scientifique pour que ça soit plus que juste, voilà, des choses de base, des choses de base. Voilà. OK. C'est vrai que d'un côté, il est assez global, mais il y a quand même, je pense, pas Ouais, mal de billes. On peut s'inspirer de pas mal de choses. Parce que moi, je l'ai acheté, comme, OK. je travaille dans la prépa physique dans le tennis aussi et c'est vrai qu'il y a pas mal de billes donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, ça peut être, une, heu, une bonne idée et Ouais. donc d'autres stratégies pour se perfectionner dans la préparation physique? Est-ce que tu aurais Hem, à nous fournir? alors moi, ce que je pense en fait, c'est que, attends, j'éteins mon téléphone au moins, hop, nickel, on sera tranquille. En fait, moi, j'aime toujours avoir une vision qui soit une vision d'ensemble. Donc en fait, tu auras le côté lecture, de livres, tu auras le côté, on va dire, plutôt scientifique, avec des publications scientifiques. Après, moi, j'aime bien aussi le côté terrain, c'est-à-dire aller directement, bah, si tu es, fan de tennis, aller directement dans les académies, venir dans la fédération. Nous, on est un pôle qui est complètement ouvert, donc ce qui peut attends, est-ce que je fais une petite parenthèse, tu te connais en informatique ou pas? Moi? Ouais, Pas parce un petit parce peu, que mais j'ai pas énorme. ah voilà, désactiver toutes les notifications. Je suis vraiment désolé, en fait, on a un groupe WhatsApp avec, tous les résultats des joueurs et en fait, dès qu'on a un message, en fait, on va être dérangé. Prochain message, en fait, je le mets en silencieux, désolé. Pas de Hem, souci. désolé. Ouais, en fait, moi, je sais que j'aime bien, avoir une vision d'ensemble, comme je te disais et d'aller se déplacer, d'aller discuter avec les gens. Parce qu'en fait, finalement, sur les discussions, tu peux apprendre énormément de choses sur, sur, bah, la façon de travailler, sur les petits ressentis qu'ont les coachs en termes d'expérience. Tu vois, moi, je me sers beaucoup, de mon manager Jean-Marc, qui a beaucoup d'expérience, Jean-Marc Dubosc, qui lui a bossé avec des joueurs pros.
Je me sers de mes collègues du CNE qui, eux, ont des joueurs pro adultes toutes les semaines. Donc, en fait, ces choses-là vont te permettre d'avoir des petits points de repère par rapport au niveau ou par rapport au niveau que tu veux entraîner, en fait. Voilà. Parce que si tu as la formation, dans une formation, donc on va dire classiquement jusqu'au U16, tu n'auras pas la même, t'auras pas la même façon de travailler qu'avec des adultes. Donc, tu vois, l'idée, c'est de se dire, moi, je suis plutôt centré sur des adolescents. Je vais essayer de me rapprocher de spécialistes de l'adolescence, comme par exemple Sébastien Rattel, tu vois, qui n'est pas forcément Ouais. que spécialiste tennis, mais qui, lui, s'y connaît extrêmement bien sur les adolescents ou les enfants. Tu vois, tu peux avoir toutes ces choses, tous ces spécialistes-là qui vont te permettre vraiment de te donner des billes par rapport à ça et de faire gagner du temps. Parce que souvent, quand on débute, on peut faire des erreurs et, en fait, c'est pas que ça va te griller dans ton métier, mais plus vite tu apprends et moins t'en fais, mieux c'est quand même. OK, Voilà. bah, très intéressant. J'aimerais aborder un peu les tests en préparation physique. Ouais. Hem, Est-ce que tu pourrais parler un peu de la manière dont toi tu appréhendes les tests? Est-ce que tu les fais, juste en début de saison? Est-ce que tu en fais plusieurs fois? Est-ce que tu en fais déjà aussi? Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu, la manière dont tu utilises, cet outil? Alors nous, on fait les tests entre 2 et 3 fois par an, mais à titre personnel, en fait, je me détache un petit peu des tests. Quand j'ai commencé ma carrière, on va dire, de prépa physique, en fait, j'étais extrêmement centré sur les tests et je faisais toute ma planification par rapport à ça et je pense que j'occultais un petit peu le côté, terrain et performance. Et en fait, je me rends compte que les années passant, les tests sont un bon indicateur pour te montrer où est ton joueur, mais finalement, un joueur qui moi, tu vois, j'ai des exemples de joueurs que j'ai cette année, qui sur les tests physiques sont pas très bons, par exemple sur des tests de déplacement, des tests de vitesse et qui finalement sur le terrain touchent toutes les balles. Ils sont sur toutes les balles, ils ne sont jamais pris de vitesse. Et là, ça t'interroge parce que tu dis: «Ouais, OK, sur le 10 mètres, il a un temps qui est pas super. Par contre, le gamin, il a toutes les balles, il est jamais pris de vitesse». Et ça fait qu'en ce moment, je suis plutôt dans un état d'esprit de me dire: «Ah, j'ai mes tests, il faut en faire quand même pour savoir où en est le joueur, où est sa progression, où est-ce qu'il se situe par rapport, aux autres de la fédération ou aux autres, dans les autres systèmes». Mais c'est pas le plus important. Le plus important doit rester la performance sur le terrain et ça, c'est un discours que j'avais pas il y a 10 ans. Tu vois, je pense que pour me rassurer, en fait, c'était vraiment: je fais mes tests, je classifie mes joueurs dans des groupes et en fait, je ne bosse que comme ça. Et finalement, je me rends compte en discutant avec des entraîneurs, tu vois, j'ai des entraîneurs avec moi de tennis qui sont à la fédération depuis 10 ans, 15 ans et qui me disent: «Ouais, écoute, c'est bien avec tes tests, mais par contre, OK, bah, là, tu me dis que c'est le meilleur sur les tests, mais le gamin, finalement, bah, il touche pas toutes les balles, il se fait prendre de vitesse», tu vois? J'ai deux trois exemples en tête comme ça où je me dis: «Finalement, ouais, ils ont pas tort, la performance doit rester au centre de tout». On doit pas parler que de performance, il doit y avoir la progression et là, les tests sont importants, mais quand même, écoute, le plus important reste quand même la performance sur le terrain. Ouais, bien sûr et finalement ça reste un indicateur qu'il faut, Voilà. un indicateur et c'est un résultat après qu'il faut relativiser par rapport à la globalité, parce que la performance résulte de Ouais, plein de exactement. composantes. En fait, Pour il y a revenir à plusieurs facteurs, en fait, il y a beaucoup de vas-y. facteurs qui font que la performance est plus ou moins bonne et en fait, je trouve que parfois, on s'enferme un petit peu trop dans les tests physiques pour expliquer ça, mais en fait, c'est tellement multifactoriel que ouais, c'est une aide qui est importante à faire. C'est pour ça que nous, on fait beaucoup de tests et des tests sur des caractéristiques différents, que ce soit sur le plan, aérobie, sur le plan, neuromusculaire, le plan de la mobilité. On fait plein de tests pour essayer de ne pas passer à côté d'infos importantes, mais ça doit pas être le principal, en fait. Du coup, il y en a qui se servent des tests pour, évaluer la progression des joueurs. Est-ce que tu mets d'autres stratégies en place, je sais pas, un suivi ou quelque chose de ce style pour suivre la progression des joueurs et te dire: «OK, là, je sais qu'ils progressent» ou «Là, je sais qu'ils stagnent» ou «Ah non, là, ils régressent». Est-ce que tu as des stratégies comme ça pour évaluer cette progression? En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se réunit avec les coachs. Bon, on se réunit tous les jours, bien sûr, et on fait des grandes réunions plusieurs fois par mois et dont une très grande au début de chaque trimestre où chacun expose ses arguments. En fait, moi, j'expose le côté, ben, test physique et ce que je vois moi, sur le côté entraînement physique. Les entraîneurs, eux, m'exposent ce qu'ils ont vu sur les derniers tournois. En fait, nous, on fait un mix de tout ça et on a créé une sorte de système un peu de code couleur où on donne les objectifs à chaque joueur. Moi, j'ai une programmation qui est énorme, en fait, et pour chaque joueur,
on classe les joueurs par code couleur avec objectif prioritaire, objectif classique et tout va bien, rien à signaler. Et en fonction de ce que me rapportent les coachs et de moi, ce que je rapporte, on essaie de faire un mix entre les deux. Tu vois, on essaie vraiment de croiser le maximum d'infos entre les données médicales, les données plutôt de prépa physique et les données plutôt de tennis. Et après chaque réunion, on prévoit donc on prévoit notre plan d'entraînement sur 3 mois, qui est bien sûr réajustable en fonction des circonstances, mais on fait un plan d'entraînement sur 3 mois, mais en prenant toutes les informations en compte. Je trouve qu'avant, et moi le premier, on était beaucoup sur le côté physique d'un côté, tennis de l'autre, et qu'on ne croisait pas suffisamment les infos. Et là, je trouve qu'il y a vraiment une synergie depuis quelques temps où on gagne en efficacité. Voilà. Ouais, c'est là où la communication entre, les prépas, les entraîneurs et tout le staff, elle est très, très, très importante finalement. Ouais, exactement. Exactement. Donc, moi, en fait, je sers un peu d'interface. Mon rôle a évolué, c'est-à-dire que les 3 premières années, et encore un petit peu l'année dernière, j'étais vraiment, on va dire, les mains dans le cambouis, tout le temps sur des séances du matin au soir. Mon rôle a un peu changé. J'ai tellement de joueurs maintenant qu'en fait, il faut que j'arrive à déléguer. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que j'ai pris un petit peu de hauteur cette année, où c'est moi qui planifie toutes les séances. C'est moi qui crée les contenus globalement. Mais après, je m'appuie sur Morgane, ma collègue, sur Corentin le kiné et sur mes collègues de tennis qui m'aident aussi à faire des séances de prépa physique. Au moins, je suis sûr qu'à la fin de chaque semaine, les joueurs, ils ont eu tous les contenus dont ils ont eu besoin. Mais par contre, ça ne sera pas forcément moi qui mettrai ces contenus en place sur le terrain. Voilà. OK. Je suis sûr que 90% des contenus par joueur sont passés à chaque semaine. Par contre, mon rôle a évolué. C'est plus moi qui fais 90% des séances. Moi, j'en fais peut-être plus que 50%. C'est-à-dire que je passe autant de temps sur le terrain qu'avant, quasiment. Mais par contre, je suis obligé de déléguer beaucoup plus parce que là, à 16, c'est impossible. Et pour revenir à la progression d'une séance à l'autre ou d'une semaine, d'un mois à l'autre, ça dépend si on est sur du court terme ou Ouais. du moyen terme. Comment évalues la progression? Et ça va m'amener à une question que je voulais te poser aussi. Je la pose en même temps. Si par exemple, tu as un cycle, je prends un exemple concret, si tu as un cycle de vitesse avec un joueur, Ouais. est-ce que pendant ce cycle, tu vas utiliser les mêmes exercices et où tu vas augmenter progressivement l'intensité ou le volume, ou alors tu vas mettre différents exercices et du coup, tu pourras pas augmenter progressivement des répétitions, des séries, etc. Alors nous, ce qui se passe, c'est qu'on ne se base pas du tout, nous, pour le pôle France de Poitiers, sur des cycles. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des cycles, par exemple, de 3 semaines de vitesse ou 3 semaines, d'aérobie. On part vraiment sur un développement à long terme. C'est-à-dire qu'on se dit vraiment: «Le joueur, on va vraiment essayer de lui développer toutes les qualités physiques pour qu'il ait un niveau», bien sûr, en fonction de son style de jeu, ça ne sera pas totalement les mêmes, mais pour qu'il ait un niveau minimum dans chaque qualité physique. Donc en fait, on peut avoir un joueur qui va faire toutes les semaines 3 cardio, parce qu'on estime qu'au niveau aérobie, il est vraiment très, très bas, donc en variant les séances cardio, mais il y en aura qui feront 3 cardio. Par contre, il y a des joueurs de la même année d'âge qui, eux, vont en faire qu'un seul, parce qu'on estime que ça suffit. Et par contre, eux, ils vont faire 3 séances, par exemple, de pied-vitesse. On a vraiment 16 programmes qui sont totalement différents en fonction, encore une fois, de ce code couleur. Si tu es dans le vert, je vais te prendre un exemple sur la qualité neuromusculaire, on va en faire qu'une séance. Si tu es en orange, par exemple, sur la qualité plutôt de souplesse et de mobilité, on va te faire au moins 2 séances, 2 à 3 séances. Et si tu es dans le rouge, par exemple, au niveau aérobie, tu vas faire 3 à 4 séances minimum par semaine. On essaie vraiment d'individualiser au maximum et pas se dire, dans le foot, je faisais ça, hein, dans le foot, je faisais un cycle de vitesse de 3 semaines, un cycle de vitesse de 3 semaines, et ainsi de suite. En fait, ce qui se passe dans le tennis, c'est que c'est un sport où tu as tellement de déplacements, où ça change tellement les semaines, que tu ne peux pas te dire: «Ah, je vais partir sur 4 semaines de vitesse», parce qu'en fait, des cycles de 4 semaines d'entraînement d'affilée, tu en auras un ou 2 grands max dans l'année. En fait, le tennis, c'est globalement, je m'entraîne 1 à 2 semaines, je pars 1 à 3 semaines en tournoi. On a réussi à faire 3 sessions par an de 3 à 5 semaines, où il n'y a pas de compétition majeure. Par contre, après, hormis ces 12 à 15 semaines dans l'année, en fait, toute l'année, les joueurs, ils partent en tournoi. Donc finalement, c'est toute l'année, on est obligé de faire comme s'ils étaient là et quand ils sont en tournoi, en fait, ils continuent à bosser en physique comme s'ils ne jouaient pas. Je ne sais pas si je suis arrivé à être assez clair par rapport à ça? Si, si, finalement, s'il fallait résumer, tu travailles les qualités physiques,
En globalité, tu les fais toutes un peu tout le temps, mais tu as différents curseurs et tu ajustes en fonction de leurs besoins, quoi. Exactement, voilà. Dans une C'est période de ça? développement, nous, on a appelé ça des périodes de développement. Sur les périodes de développement, bien sûr qu'on va remettre l'accent un petit peu sur tout de façon plus importante. Par contre, après, sur tout le reste de l'année, en fait, on va répéter, répéter, répéter constamment des séances en fonction des besoins du joueur. Voilà. On ne va pas faire quelque chose de très global sur de la vitesse, sur de la pliométrie, sur de la force, ainsi de suite. On va vraiment se centrer sur les besoins individuels du joueur. Ça, c'est ce que j'apprécie dans le tennis, c'est le côté on pousse l'individualisation très très loin. Voilà, ce que je retrouvais moins dans le foot, où il y avait une dimension plus collective, ce qui était intéressant aussi, mais là au moins dans le tennis, on va très très loin dans la recherche du petit détail pour chaque joueur. Ça, c'est vachement Ouais. intéressant. Ouais, et c'est vrai, je le remarque aussi avec des joueurs. T'as pas énormément de joueurs, mais du coup, tu peux vraiment, pour le coup, individualiser. Et quand je parle avec des collègues là, qui travaillent dans des sports collectifs, Ouais. ils me disent, je suis tout seul, j'ai 40 joueurs, j'ai un pote, il a 40 joueurs. Il me dit, c'est impossible d'individualiser. C'est là, je me dis, dans le tennis, on a cette chance, quoi, finalement. Ouais, on a cette chance-là, c'est sûr que dans le foot ou dans le rugby, c'est impossible. Quand tu es seul avec 40, il faut que ton groupe soit performant. Et s'il y a quelques joueurs qui le sont moins, bah, malheureusement, soit il bossera tout seul, soit on le prendra un peu à la marge du groupe. Mais dans le tennis, c'est quand même beaucoup plus facile. Nous, voilà, on essaie vraiment de voir la partie tennis, quels sont ses besoins, la partie physique, quels sont ses besoins, la partie plutôt médicale, quels sont ses besoins, et on prend énormément en compte aussi l'âge de croissance maintenant. Est-ce qu'on a des joueurs qui ont une croissance avancée? Est-ce qu'ils sont en pleine période de croissance ou est-ce qu'ils ont passé cette période un petit peu critique? Donc en fait, ça fait un énorme mix de tout ça. Donc ça demande beaucoup, beaucoup de travail en amont. Par contre, quand tout ça c'est réglé, quand ça prend une semaine de boulot, quand tout ça c'est réglé, après on est sur des rails pour les 3 prochains mois et ça roule, quoi. Et du coup, là, tu parlais que de travailler toutes les qualités physiques, Ouais, un peu tout le temps. Et ça, du coup, c'est utile quand tu as des joueurs du coup de haut niveau dans le pôle France. Et si ouais, on prend un autre contexte où on a des joueurs un peu plus lambda, sans que ce soit péjoratif, qui ont ouais. une, deux, allez, 3 séances par semaine, est-ce que tu aurais cette même approche ou alors là, tu pourrais te dire, non, je vais faire un cycle parce que je les ai allez, 2 fois par semaine, je veux développer telle qualité qui est à développer, qui a des standards assez bas. Tu aurais la même approche ou quelque chose de Des différent? joueurs, alors j'aime pas dire le mot lambda parce que c'est un peu péjoratif, mais des joueurs, Oui. on va dire un petit peu moins forts, mais je vois ce que tu veux dire, des joueurs un petit peu moins forts, l'approche va être différente parce que s'ils sont moins forts, c'est-à-dire qu'ils auront très certainement des qualités physiques en moins ou alors une ou 2 qualités physiques en moins ou techniques dans ce cas-là aussi. Moi l'idée ça serait de se dire, voilà, ces joueurs-là, il faut que ça soit très spécifique directement. Il faut vraiment aller dans le vif du sujet. Si je retourne en club, que j'ai des joueurs 1 à 2 fois par semaine, je vais pas m'amuser à faire comme ce que je fais là, beaucoup de travail fonctionnel, de rééquilibrage musculaire, tu vois? Aller très loin dans les détails. Moi, je veux juste que mon jeune, il s'éclate, qu'il progresse et qu'il gagne des matchs. Ça sera vraiment le principal. Donc oui, faire des choses un petit peu plus classiques, bosser un peu la vitesse, bosser un peu le versant aérobie, bosser la souplesse, toutes ces choses-là, en fait, ça sera, largement suffisant. Nous, ce qu'on veut, voilà, c'est que des joueurs qui s'entraînent moins ou qui sont un peu moins forts, qui se blessent pas et qui progressent, c'est déjà très, très bien. Donc oui, l'approche sera différente. Ouais, donc c'est plus, ça se justifie plus, entre guillemets, de faire un cycle sur une, deux qualités physiques pour véritablement espérer développer cette qualité, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Oui, parce que si tu les as, moi, c'est simple, je les ai 2 fois par jour sur 6 jours par semaine. Donc tu vois, je les ai, allez, si je résume, entre 8 et 12 fois par semaine. Là, tu peux vraiment prendre le temps de faire beaucoup de séances tu vois, sur un même thème ou varier. Enfin, tu peux essayer d'ajuster tes séances comme tu veux. Donc tu vois, ça, c'est facile pour moi. Là, maintenant, j'ai des conditions de travail qui me permettent de bosser comme je veux, autant structurellement que dans l'organisation. C'est sûr que si je reviens en club, que j'ai des gens 2 fois par semaine, ouais, je vais lui faire des séances directement sur le terrain ou de renforcement musculaire, des choses, on va dire plus classiques, mais qui seront tout aussi efficaces pour, ce joueur-là. Ouais, tout à fait d'accord. J'aimerais aborder un thème un peu plus spécifique, qui est la force au tennis.
sais que dans Ouais. la préparation physique, on parle beaucoup de force, on pense souvent à la force maximale. Est-ce que déjà, selon toi, travailler avec des hautes charges à haute intensité et travailler la force max, est-ce que pour toi c'est utile pour un tennisman? Heu, Tout va dépendre déjà de l'âge. C'est-à-dire que si je prends le circuit, la partie plutôt fédérale, en fait, ça va être, moi, sur ma partie qui me concerne, on va énormément prendre en compte le pic de croissance parce que moi, pour une même année d'âge, j'ai des joueurs qui peuvent faire 1,85 m et 75 kilogrammes pour les plus développés et qui ont déjà passé leur pic de croissance depuis 1 an et demi, voire 2 ans. Eux, par contre, on peut déjà être sur des séances de force max, de contraste de charge, de pliométrie un petit peu lourde. Par contre, j'ai l'exemple opposé d'un joueur qui a 2 mois d'écart seulement au niveau de l'âge chronologique et qui, par contre, au niveau de l'âge biologique, il a 2 ans de retard par rapport à son âge. Donc au final, ces joueurs-là, ils ont quasiment 3 ans à 4 ans d'écart, même en termes de gabarit. Tu les vois, il y en a un qui fait 47 kilos et l'autre qui en fait plus de 70. Donc tu ne travailleras pas du tout la force de la même façon, tu vois, sur cette tranche d'âge-là que moi j'ai actuellement entre 12 et 16 ans. Il y a vraiment un énorme travail de prise en compte par rapport à ça, où on sera au début plutôt sur du poids de corps, sur de l'apprentissage des techniques, l'apprentissage des mouvements, savoir quand respirer, savoir contrôler au niveau lombo-pelvien. Tu vois, il y a beaucoup de choses à mettre en place avant de basculer sur du travail de force. Moi, quand je suis rentré au Pôle France, je pense que je suis allé un peu trop vite avec certains joueurs et je les ai mis très rapidement sur de l'haltérophilie. Alors, même si ce n'est pas de l'haltérophilie lourde, hein, mais sur des barres de 20-30 kilos avec des mouvements qui n'étaient pas forcément suffisamment maîtrisés. Alors, c'est pas pour le nombre de fois où on l'a fait que ça les a forcément blessés, mais avec le recul, je commence à comprendre l'importance de vraiment avoir des bases très solides, parce qu'il y a tellement de petites choses, en fait, qui peuvent dégrader la performance que, ouais, les mettre sur de la force, c'est bien. C'est très important, je pense, pour des joueurs adultes, mais ce qu'on voit sur le tennis, je le vois, je voyage quand même un petit peu sur les gros tournois, les gros tournois jeunes, en fait, on est beaucoup sur des mouvements fonctionnels. Voilà, on fait de la force, mais de la force utile. On voit plus trop des joueurs qui sont là sur du développé couché, sur des barres guidées, sur des choses qui sont antifonctionnelles. On est vraiment de plus en plus sur des mouvements de force qui vont être transférables directement, ou sur le terrain ou sur des mouvements de muscu un peu plus orientés. Mais, avoir une base solide en force, oui, c'est bien, mais surtout arriver à la transférer. Qu'est-ce que tu appelles des mouvements fonctionnels? Parce qu'on entend ce mot, est-ce que tu Ouais. pourrais le définir, selon ta vision? Avoir un bon équilibre, tu vois, entre la face avant du corps, la face arrière. Le tennis, c'est un sport qui est extrêmement, varié en termes d'appui. C'est un sport où il y a énormément de rotation. Donc tout ça, en fait, tu vas devoir le travailler sur des mouvements, tu vois, sur une seule jambe, sur des fentes, sur des rotations, sur des lancers de medicine ball, tu vois, sur toutes des choses, en fait, qui, au-delà de faire, du développé couché, du pullover et du squat, permettre de préparer ton corps sur des mouvements que tu vas faire, des heures et des heures tous les jours, toutes les semaines et toute l'année. Voilà, avoir un niveau de force, c'est bien, hein, mais moi je crois vraiment de plus en plus à avoir de la force utile, un bon équilibre. De toute façon, on le voit, les joueurs qui sont bien équilibrés, ils arrivent à contrôler leur bassin, ils ont une omoplate qui est bien placée, ils ont une épaule qui est intelligente, qu'ils arrivent à déplacer un petit peu dans toutes les directions, avoir des rotations internes, externes qui soient bien maîtrisées. Tu vois, il y a beaucoup je crois de plus en plus à l'équilibre, du corps, en fait. Donc, travail c'est un peu lié au gainage finalement? Ouais, Travail mais de du être gainage, équilibré, être gainé? ouais, mais tu vois, sortir du gainage, planche, qu'on connaît tous, ou alors faire du gainage planche, mais avec un vrai contrôle, enfin, avec une vraie contraction au niveau des fessiers, avec un dos qui est bien placé et passer très, très vite après sur des mouvements. Ouais, tu peux très bien faire des mouvements avec des barres qui sont pas chargées de la même façon des 2 côtés, tu vois? De la marche du fermier avec des poids différents, des mouvements où tu vas bouger, où tu as des élastiques qui te retiennent. Des choses, en fait, qui te permettent tout le temps de contrôler ton corps et de jamais perdre ce contrôle-là. En tout cas, chez les jeunes, moi, j'ai moins travaillé avec les adultes. En tout cas, chez les jeunes, moi, je crois beaucoup jusqu'à 16 ans à, à créer un corps qui soit intelligent. Voilà, ça, j'aime bien ce terme-là. Un corps qui est intelligent et qui est capable de répondre à toutes les situations en gardant le contrôle de soi-même. OK, et tu parlais du squat tout à l'heure, Mmh. tu considères pas le squat comme un mouvement, fonctionnel? Enfin, Alors, dans le contexte du tennis?
Pour moi, c'est un mouvement qui est fondamental à connaître parce qu'on va s'en servir toute sa carrière, le squat et ses dérivés. Par contre, je ne charge plus comme avant un squat classique et je vais beaucoup chercher les dérivés. Pas différents types de fentes, différentes angulations, différents tempos. J'essaie de beaucoup varier en fait pour toujours stimuler le joueur, pour que le joueur dise: «OK, là je vais faire un squat, mais quel type de squat? Qu'est-ce que ça va m'apporter? À quel tempo? À quelle amplitude? À quel, est-ce que je vais aller faire est-ce que je vais aller chercher un squat une jambe avec des fentes?» et ainsi de suite. Vraiment, je crois de plus en plus à la variété des mouvements qui permettent de contrôler ton corps dans toutes les positions. Et c'est vrai que c'est super intéressant parce qu'on a tendance à faire, des mouvements classiques, mais c'est vrai que dans le tennis, on a plein d'appuis différents. C'est vrai que déjà, rien que des fentes ou des fentes latérales, ça peut être, très pertinent. En Et fait, donc du il coup faut quand même il faut garder les mouvements de base. Tu vois? Il faut garder les mouvements de base parce que ça reste des incontournables en musculation, mais je suis convaincu que ces mouvements-là, tu peux aller chercher des choses qui sont encore plus utiles, encore plus orientées et qui vont te permettre de préparer ton corps. Voilà, ça doit être une base, mais une base que tu dois essayer d'élargir le plus possible avec ces variantes. et ce genre de mouvements, tu les utilises dans quel contexte? Dans un contexte d'exercice de force, d'hypertrophie, de «renforcement» entre guillemets, c'est quoi l'objectif quand tu fais cet exercice? Alors hypertrophie, j'en fais assez peu finalement parce que j'ai des U16 et on n'est pas encore vraiment à l'âge où l'hypertrophie va compter, on va dire, et va être efficace. J'essaie vraiment de le faire pour, en fait, nous, on est beaucoup dans la démarche fonctionnelle en ce moment, la fédération. La démarche fonctionnelle, c'est essayer de maximiser le temps des joueurs sur le terrain. C'est-à-dire que quand je suis arrivé au Pôle France, on était vraiment très centré sur le développement des qualités physiques. Par contre, il y avait, je trouve, à mon goût, trop de temps d'arrêt. Et je m'inclus dedans parce que j'étais là sur les premières années et je trouve qu'il y avait des blessures qui arrivaient un petit peu trop fréquemment et qui empêchaient de continuer. Depuis quelques mois maintenant, 2-3 ans, on a un petit peu on a un taux de pratique des joueurs qui est beaucoup plus élevé. Là, tu vois, à part forcément quand ils sont adolescents, c'est une période qui est à risque, il y aura forcément tout le temps des blessures. Ça, c'est inévitable. Mais si tu vois, nous sur 16 joueurs, depuis la reprise, depuis août, on a eu 2 blessures qui dépassent la semaine d'arrêt. Donc tu vois, ça, c'est des choses qui sont, si tu fais un pourcentage en termes de disponibilité des joueurs, je pense qu'on doit être au-dessus de 90 sans aucun problème. Et ça, c'est vraiment important parce que finalement, tu peux développer les qualités physiques d'un joueur, super. Si le joueur derrière, il se blesse et qu'il a 2 mois d'arrêt, en fait, finalement, tu vas partir quasiment du même niveau et mentalement, c'est très dur. Tu t'entraînes, tout va bien, tu te blesses, tu t'arrêtes. Tu t'entraînes, tout va bien, tu te blesses, tu rien. Et ces arrêts-là, en fait, est marquant pour un corps en pleine croissance. Donc finalement, j'essaie d'être vraiment dans la démarche fonctionnelle, faire passer un maximum de contenu qui permettent aux joueurs d'être performants, mais disponibles sur le terrain. Et finalement, tu te rends compte que la progression des gamins vient aussi de cette façon-là. C'est intéressant Ah, parce que, on a un peu dévié de ta avec question initiale, mais je trouvais que c'était important de préciser ça, en fait. oui, mais je trouve ça hyper intéressant parce que dans les livres, à la fac, tout ça, on parle de préparation physique pour développer des qualités physiques et c'est vrai que moi, j'ai un peu cette approche où je me dis: «Faut qu'il y ait un stimulus vraiment, important pour que l'athlète, réagisse et qui développe ses qualités». Et du coup, je dis pas que c'est à l'opposé ce que tu viens de raconter, mais c'est vrai que c'est une autre vision, mais qui est très intéressante aussi, encore une fois dans le contexte du tennis, mais je pense que ça s'applique aussi dans d'autres, Ouais, dans ça dans dans s'applique de d'autres sports, partout. quoi. En fait, il ne faut pas oublier que notre mission première, c'est quand même de développer les qualités physiques. Ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Mais je pense maintenant qu'il vaut mieux baisser de 10 ce développement des qualités physiques et d'y inclure toutes ces choses-là qui vont permettre de passer du temps sur, bon, nous, c'est un cours sur le cours, mais qui vont te permettre de développer. Parce que finalement, en faisant de la pratique, tu vas quand même développer des qualités physiques. Donc, des fois, il vaut mieux, tu es toujours sur le fil du rasoir avec des jeunes, tu auras toujours à un moment donné où, à pas grand-chose près, ça va basculer du bon ou du mauvais côté en termes de blessures ou de performance. Et des fois, il vaut mieux prendre un tout petit peu de sécurité parce que ton gamin, s'il est sur le terrain, il va s'entraîner et il s'entraîne. S'il s'entraîne, il va forcément progresser, développer des qualités physiques. Donc, tu vois, je suis revenu un petit peu de ça où avant, bah, j'étais vraiment fixé sur mon objectif développement des qualités physiques
mais ça me faisait perdre du temps de pratique aux joueurs. Est-ce que pour aider un peu à imager tout ça, Ouais, à voir de manière concrète, est-ce que tu pourrais donner heu, un exemple d'exercice, par exemple, fonctionnel que comme tu l'appelles, qui peut et avec, l'objectif, tu vois? Et la manière dont tu vas le mettre en place avec les joueurs? ouais, alors pour te situer au-delà d'expliquer un ou 2 exercices, je vais te situer la démarche globale. En fait, nous, Bien toutes sûr. les 6 à 8 semaines, on a créé une batterie avec 11 mouvements fonctionnels. Donc il peut y avoir des overhead squats, il peut y avoir des fentes, il peut y avoir un contrôle, au niveau des omoplates quand tu es allongé au sol, bras tendus. Il y a, le bridge inversé avec une balle qui est tenue au niveau du psoas pour voir un petit peu si tu arrives à tenir ton bassin. Enfin, il y a une multitude de tests, en fait, d'évaluation, donc il y en a 11, qui nous permettent de situer les joueurs dans un code couleur, encore une fois. On marche beaucoup à ça en ce moment. Donc vert, tout va bien, les joueurs n'ont pas besoin de faire de trucs particuliers. Orange, les joueurs, ils ont des routines à faire. Et rouge, c'est les routines plus 2 séances par semaine avec le kiné. Et en fait, à la fin de cette batterie-là, moi, je mets ça au propre et avec le kiné, on travaille en amont sur un exercice qui est, en lien avec l'évaluation physique, tu vois? Et donc on a des joueurs qui ont en fait, ils ont leur propre protocole individuel en disant: «Bah, tel joueur, toi, tu n'as qu'un exercice à faire» et moi, j'ai des joueurs sur 11 mouvements, ils en ont, au moins 8 ou 9 à faire, tu vois? Et finalement, je construis mes protocoles individuels et une grande partie de mes séances avec ces exercices-là. C'est-à-dire qu'un joueur qui doit faire ces 9 exercices-là quotidiens, bah, quand je vais l'avoir en salle de musculation, je vais peut-être lui faire moins de séances que je voudrais faire moi. Par contre, je me dis que tant que ça, c'est pas réglé, en fait, ça veut dire qu'il va forcément lui manquer quelque chose. À l'inverse, quelqu'un qui a un seul exercice à faire ou 2, ça va lui prendre 5 à 10 minutes et je sais que l'heure et demie qui va me rester derrière, bah, on va pouvoir travailler et les squats, et du développé couché haltère, et des éducatifs d'haltéro et ainsi de suite. Tu vois, j'essaie vraiment de construire ça par rapport aux par rapport aux caractéristiques de chaque joueur. Je me dis qu'à 16 ans, la ligne d'arrivée, elle est encore très, très loin. Nous, ce qu'on veut, c'est pas former des champions à 16 ans ou à 17 ans, c'est qu'ils performent sur le terrain quand ils en ont 22, 23, 24. Donc en fait, tout le temps que je consacre et que je perds à ce moment-là, ça sera du temps pour lui gagner, plus tard. Même s'il reste que 1 an ou 2 au pôle, c'est pas grave. Je sais que j'aurais fait les choses dans le bon sens. OK, très très intéressant. Si on reprend l'exemple, alors par exemple une variante de fente, Ouais, quand tu le mets en place, l'objectif c'est quoi exactement? C'est du renforcement? C'est apprendre à faire tu vas me dire ça dépend des joueurs. Mais est-ce que tu pourrais expliquer l'objectif et la manière dont tu vas pousser l'exercice? Est-ce que faut qu'il se donne vraiment à fond? Est-ce que c'est juste un mouvement qui doit rester, comment dire? Loin de l'échec ou proche de l'échec? Comment tu le mets en place concrètement? hem, ça va être alors ouais, je vais te répondre un petit peu, ça dépend des joueurs, mais ça va être vraiment à la carte. Parce que par exemple, tu vois, sur mon joueur de 2008 qui est vraiment en avance physiologiquement, lui, il a déjà entamé un travail de force et lui, sur ses préférences motrices, il est très terrien. Donc en fait, lui, je vais pouvoir orienter des séances, par exemple de squat, avec des charges plus lourdes, parce qu'il est en avance physiologiquement et avec des amplitudes plus basses, parce que lui, il est terrien. Donc il a besoin d'être vraiment bas sur les jambes, il a besoin de sentir cet ancrage, il a besoin de sentir qu'il est centré sur lui-même et que ça soit lourd. Tu vois, lui, c'est quelque chose qui, 2-3 jours avant un tournoi ou avant un match, va lui faire vraiment du bien. Par contre, à l'inverse, j'ai un joueur qui, lui, bah, l'exact opposé est, très aérien. Lui, il a tout le temps d'être en train de bondir et ainsi de suite. Il est très explosif. Lui, c'est son squat, je vais l'orienter avec des amplitudes beaucoup plus légères et par contre, après ses squats, il va forcément avoir de la plio derrière. Parce que moi, je vais chercher à le mettre à l'approche des tournois, je vais chercher à le mettre dans ce qu'il préfère et ce qui le fait le mieux performer. Tu vois, on essaie vraiment, c'est une réponse qui est un petit peu bateau, mais on essaie de les mettre dans leurs préférences le mieux possible. Ils doivent savoir tout faire, bien sûr. À un moment donné, mon petit gabarit, il doit savoir plier les jambes et faire un coup droit ou un revers, même dans une position qu'il apprécie pas. Mais l'idée, c'est voilà, de les mettre dans des choses où ils peuvent le mieux performer. Donc, pour un même exercice, certains vont être très bas avec des charges très lourdes et d'autres, bah, ils vont être avec des amplitudes qui sont beaucoup plus réduites et je vais aller chercher ces gains-là plutôt sur de la pliométrie derrière, tu vois, sur du transfert. OK.
Ça marche hyper intéressant. Comment tu arrives à savoir s'ils sont plus terriens ou plus aériens? Tu le vois directement sur le terrain ou il y a des tests qui peuvent être mis en place? Alors nous, on a une société qui vient 2 fois par an, une société qui est basée en Suisse qui s'appelle Volodalen, mais Ouais, je les il y a connais. d'autres voilà, il y a d'autres sociétés qui le font aussi. Nous actuellement, on travaille plutôt avec eux. Ils viennent 2 fois par an et ils viennent en fait et ils prennent chaque joueur, ils nous donnent une cartographie du joueur. Voilà, dans quelle position ils se sentent le mieux et ainsi et des indications comme ça et après nous, la plupart du temps, on le retrouve sur le terrain et ça nous permet d'individualiser, par exemple, un type de service ou un type de lancer de balle ou alors une position, sur un coup droit ou un revers et moi, en prépa physique, ça me permet d'individualiser, est-ce que c'est plutôt des exercices qui doivent être rapprochés d'eux, qui soient sur eux, sur, tout ce qui est, l'avant du corps? Est-ce que c'est plutôt tout ce qui est en se grandissant sur la chaîne postérieure avec des rebonds? En fait, ça me donne encore une fois, ça ne me comment dire? Je ne prends pas que ça en compte, mais ça me donne quelques informations en plus. C'est toujours pareil. J'essaye moi toujours de chercher le maximum d'infos et après je fais mon tri et ma sauce à moi en me disant: «Ça c'est pertinent et ça ne l'est pas». Quand on est prépa physique, il ne faut pas avoir peur d'aller chercher les infos et de prendre ce dont on croit le plus, je pense. Ouais, c'est hyper intéressant. J'aimerais rapidement revenir sur un élément dont j'avais parlé tout à l'heure. Ouais. Quand, quand tu planifies sur une semaine, sur plusieurs semaines, bon, tu m'as dit que du coup ça variait, tu fais intervenir toutes les qualités physiques. Tu as Mmh. plutôt tendance à répéter plusieurs mouvements pour suivre la progression sur les mouvements ou à changer les mouvements pour avoir des stimulus différents Alors, pour une seule j'aime bien qualité avoir physique. ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'aime bien avoir quand même des mouvements de référence qui me permettent, en fait, d'avoir des points de repère très réguliers. Par contre, je varie toutes mes séances. C'est-à-dire que mes séances ne sont jamais les mêmes. Un joueur, je vais l'avoir toute l'année. J'ai à cœur de ne jamais lui proposer la même chose, sauf si c'est un choix de ma part pour faire une sorte d'évaluation, officieuse, sans que le joueur s'en rende compte. Mais ils sont tellement matures, même à 16 ans, qu'ils se rendent compte que c'est une évaluation finalement ou que c'est un point de repère pour moi. Mais j'ai vraiment à cœur de me dire, si pour tel joueur, j'ai ce thème-là de travail sur 2, 3, 4 semaines parce qu'on veut faire un zoom là-dessus ou un focus là-dessus, j'ai à cœur de ne pas lui proposer la même séance, mais de rester dans le thème, mais en variant un petit peu. Et si j'ai quelques mouvements dont j'ai besoin, je vais les remettre, mais ça me servira un petit peu de point de repère. Voilà. Et du coup, sur ces 4 semaines, Ouais. comment tu sais si tu as réussi à développer ta qualité physique si tu pas les, si tu pas appliqué une surcharge progressive, sur, des mouvements que tu répétés dans le temps? Ouais, en fait, c'est que tu vas varier les séances un petit peu avec un petit peu de charge en plus. En fait, tu peux très bien te dire, j'ai une séance qui me sert un petit peu de référence en début de mes 4 semaines. Je vais essayer de placer des petits mouvements intermédiaires dans les semaines du milieu, tu vois? Pour avoir un point de repère par rapport à ça et éventuellement, si tu veux refaire la même séance 4 semaines après, tu vas avoir un avant-après. Mais en fait, encore une fois, quand tu reviens à la spécificité du tennis, tu as quasiment jamais 4 semaines sur place. Autant dans le foot, tu sais que tu as ton match le samedi et que ça se répète comme ça toute l'année. Autant dans le tennis, quand tu les as 2 semaines d'affilée en saison pleine, c'est le grand max. On les a jamais plus, à part sur mes 3 périodes de développement. Et pendant les périodes de développement, tu es obligé de remettre beaucoup l'accent sur, le côté aérobie, le côté renforcement et ainsi de suite. Donc finalement, tu as pas non plus le temps de faire un cycle, très identifié. Donc finalement, tu es obligé de faire toujours un petit peu comme si c'était une séance d'évaluation, mais avec le temps qui passe. Tu vois, c'est dur de te dire: «Je vais faire, ce mouvement-là sur, 2, 3, 4 semaines» parce que tu l'auras jamais 2, 3, 4 semaines. Ça existe pas ça. OK, En donc fait, c'est vraiment finalement la la spécificité du tennis, tu vois? C'est ça qui est compliqué. Tu dois avoir une vision du long terme, en sachant que ton joueur, tu vas l'avoir, 1 semaine, 2 semaines et qu'après ça sera les entraîneurs tennis qui l'auront sur les tournois. finalement, est-ce que ouais, je pense que je connais ta réponse, mais je vais la poser quand même. Est-ce que OK. le meilleur test, ça serait pas, tu vois ton joueur à un moment T de l'année sur le terrain, tu le revois à un moment, T2 sur le terrain et tu dis: «OK, là, je vois, il se déplace mieux, je vois, il a gagné en puissance», tout ça. Est-ce que le match, ce serait pas le meilleur test? Le match ou l'entraînement. Parce qu'en fait, le tennis, je pense que c'est plus facile de refaire une même séance
d'entraînement tennis, tu vois, pour avoir un en fait, je pense qu'on peut se servir des séances tennis pour jauger des progrès physiques. Parce que l'entraîneur tennis, il va avoir son joueur tous les jours 2 heures et demie, 3 heures. Donc en fait, c'est assez facile de se prendre 10 minutes, un quart d'heure pour faire une situation donnée et la refaire quelques semaines après. Par rapport à nous en prépa physique, où il faut développer, la vitesse, la souplesse, l'aérobie, les déplacements, l'explosivité, tu vois? Il y a tellement de choses à travailler que c'est compliqué en un temps qui est plus court. Le tennis, même quand ils sont au tournoi, en fait, ils jouent beaucoup. Donc finalement, ils perdent quand même beaucoup moins. Ils ont un fil conducteur qui est beaucoup plus important. Donc moi, je sais qu'avec le nombre de joueurs que j'ai pas la possibilité d'être tout le temps sur le terrain. Par contre, je suis très attentif aux séances de tennis quand j'y suis, parce que ça me permet effectivement de voir les progrès, mais dans le jeu. C'est pour ça que je te disais en tout début d'interview que je me base beaucoup maintenant sur ce que je vois sur le terrain. Alors peut-être c'est via les contraintes du métier, mais je sais qu'avec les entraîneurs tennis, on peut identifier des situations au panier qui soient très cadrées, très structurées, et ça nous permet de faire un comparatif avant-après. En sachant que les joueurs, chaque joueur, alors sur le plan cardio, ils s'entraînent avec une ceinture H10, un cardio-fréquence-mètre, à toutes les séances, que ce soit tennis et physique. Donc ça déjà, sur ce plan-là, ça nous permet d'avoir un comparatif, et ils donnent leur RPE après chaque session d'entraînement aussi. Donc sur le plan aussi difficulté d'entraînement, on a des données objectives. Et tu les as éduqués sur les RPE, Mmh. relativement tôt pour qu'ils savent, percevoir vraiment leur effort? Ouais, alors la première année, ils donnent des scores qui sont un petit peu incohérents, forcément. Mmh. Une Ouais. séance, qui objectivement devrait être à 3/10, ça peut leur arriver de dire, 6 ou 7, mais ça fait partie aussi de la formation du jeune. Nous, on n'oublie jamais qu'on est là pour accompagner les jeunes tout au long de leur parcours de formation, hem et ce qui est pas forcément au début facile pour eux, l'est à la fin. Au bout des 2, 3 ans de formation, à la fin, pour eux, c'est totalement intégré. Donc c'est ça aussi qui est super intéressant, c'est ce rôle un petit peu éducatif qu'on a au début, parce que ça permet d'avoir une progression. On a des jeunes qui arrivent, c'est des enfants, ils ressortent, c'est pas des adultes, mais presque. Et en fait, on les a formés étape par étape avec des petites choses comme ça. Bah, oui, dans tous les cas, un entraîneur est aussi un éducateur. Ouais. Mais tu l'es un petit peu moins quand tu es sur du haut niveau à 21 ans, parce que c'est des joueurs Ah qui sont oui, formés et là, tu es plutôt un manager de la performance. Nous, c'est vrai qu'entre 12 et 16 ans, tu fais autant d'éducation que d'entraînement, quoi. tout à fait. Est-ce qu'il y a un type de travail que tu privilégies, en amont et après un match de tennis? Quand ils sont en compétition, les joueurs? Bah, là, tu vois, là, je suis en compète avec eux, là. Donc là, ce qu'on fait, c'est que tous les matins, on a des sessions de 45 minutes où on va être beaucoup plus, donc le matin, orienté sur tout ce qui est mobilité, coordination, travail de pied. On essaye d'orienter vraiment ces contenus-là avec à peu près 15 minutes de chaque. Et l'après-midi, en fonction des résultats, est-ce qu'ils ont perdu ou est-ce qu'ils ont gagné? Est-ce qu'ils font le simple et le double ou est-ce qu'ils font que le simple? Imaginons, là, j'ai un joueur la semaine dernière qui a perdu en simple très tôt. Lui, on a pu lui placer en plus des sessions aérobie pour continuer son développement. Et même s'il avait le double l'après-midi, c'est pas très grave. Même s'il est fatigué sur le double, c'est pas très grave. Et après, de façon assez générale, l'après-midi, nous, on parle plus trop de récup d'après-match. On va être plutôt sur des contenus de renforcement, de nouveau de mobilité, mais on essaie de leur faire comprendre que ce n'est pas que de la récup avec du vélo, 2 étirements et terminé. On est vraiment de nouveau sur des séances de travail. Alors qui bien sûr sont plus light en fin de journée, mais qui vont être vraiment sur du rééquilibrage musculaire. Une journée type en tournoi, tu vois, une journée type en tournoi pour que tu aies une idée, c'est réveil à 6h45, 7h globalement, petit déjeuner. On va sur le site du tournoi. De 7h30 à 8h15 globalement, c'est moi qui les prends pour ces 3 sessions que je t'ai dit, là, mobilité, coordination, pied-vitesse. Après, en général, ils ont un tennis qui dure une demi-heure, 3/4 d'heure. Puis ils ont leur match. On mange et l'après-midi, on refait une mise en route, mais plus rapide pour le double. Ils font leur double et l'après-midi, voilà, j'ai ce côté-là, retour au calme, rééquilibrage musculaire, et renforcement. Ça, c'est une journée type, globalement sur un tournoi qui se répète, chaque jour. OK, très intéressant. Selon toi, qu'est-ce qu'un bon préparateur physique? C'est quelqu'un qui est passionné parce que c'est, un métier qui est pas facile, autant sur le plan, professionnel que personnel.
Alors après, bien sûr, tout dépend du sport dans lequel on travaille et du niveau auquel on intervient. Ça peut être beaucoup de déplacements ou ça peut être, des séances, jusqu'à tard le soir. C'est de l'adaptation permanente, c'est des voyages, ça peut être selon le sport que tu fais, c'est des voyages, constants, des heures d'avion, de déplacement, ainsi de suite. Donc ça, faut le savoir à l'avance, donc faut aimer ça. Et un bon préparateur physique, ouais, il est passionné et il sait s'adapter, vraiment. On doit pas oublier qu'on est un support aux joueurs et aux entraîneurs. On n'est pas les décideurs. Les chefs de projet, c'est tout le temps l'entraîneur, entraîneur de foot, entraîneur de tennis, dans n'importe quel sport. Mais on est là pour leur donner une vision, un peu différente. Voilà, on doit se trouver un peu à l'interface entre le médical, la prépa physique, le sportif, en en pour notre avis, mais en sachant qu'on n'est pas décideur. Donc il y a des fois, ça peut être un peu frustrant, mais à partir du moment où tu l'intègres, écoute, tu as une certaine liberté. Moi, je me prive jamais de dire aux entraîneurs que je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font. Par contre, je dirai jamais ça au coach devant le joueur déjà et je n'irai jamais au-delà parce que c'est l'entraîneur tennis qui décide à la fin. Voilà. Moi, je suis là pour l'aider, je suis là pour l'épauler, mais par contre, c'est lui le chef du projet avec le joueur. Tu considères que c'est le coach, le chef du projet ou non, attends, je reformule ma question. Ouais. Tu considères que qui est au ouais, non, bah, non, elle a pas de sens. Non, Alors non, si, j'allais poser je pense savoir te dire, est-ce que par rapport aux joueurs, c'est ça? Entre le ouais, j'allais joueur te et le demander coach? si entre le joueur et le coach qui, j'allais dire à la tête du projet, mais c'est finalement Ah, en fait, le joueur est au tout cœur du dépend l'âge du projet, mais joueur. le Tout dépend l'âge du joueur. En comment? fait, si tu as tout dépend l'âge du joueur. Si tu as un joueur comme moi j'ai actuellement entre 12 et 16 ans, ça sera l'entraîneur tennis. C'est-à-dire que le jeune, il est là, il est en formation. Nous, on a déjà eu des centaines de joueurs. On a plus de points de repère que le joueur qui est en train de se construire. Donc lui, bien sûr qu'on va lui demander son avis, mais par contre, c'est à nous de décider quand même globalement. Et au fur et à mesure, on les laisse de plus en plus décider. Moi, par exemple, sur mes séances, au début, c'est 100% guidé et les années passant, en fait, je leur donne de plus en plus de liberté et je les sollicite de plus en plus de manière à ce que la dernière année, ils soient capables de faire eux-mêmes une séance si je ne suis pas là, d'eux-mêmes, ou de musculation, ou de vitesse, ou d'aérobie, qu'ils aient les bases. Par contre, après, quand tu es avec des adultes, avec des joueurs qui ont 21, 22 ans ou plus, en fait, là, c'est le joueur qui est le sang du projet. Et puis même, je vais aller plus loin, c'est même le patron, parce que c'est lui qui va te payer. Donc en fait, tu es à la fois son coach, mais c'est également ton patron. Donc tu vois, c'est une relation qui est un peu ambiguë parfois. OK. Ah non, finalement, elle avait du sens ma question, parce que j'ai Ouais, mais demandé en fait, j'ai si compris ce que tu voulais dire, mais ça dépend vraiment de ouais, l'âge du joueur. ouais, voilà, c'est ça, OK. Est-ce que tu aurais une expérience à nous partager avec un joueur ou une expérience, personnelle où tu aurais réussi à mettre des choses en place et tu as eu un réel impact, positif sur un résultat et où il en est vraiment ouais, sorti quelque chose de positif, de constructif? Alors moi, ce que je me rends compte, c'est que les joueurs que j'ai eus à Arles qui ont percé, donc il y avait Ismaël Bennacer, hein, par exemple, qui joue au Milan AC, il y a Abdelhamid qui joue en Ligue 1, il y a Steven Fortes qui joue à Lens aussi en Ligue 1. Il y a beaucoup de joueurs, il y a Samuel Gigot que j'ai eu pendant 3 ans, qui est à l'OM maintenant. Je me rends compte que pour la grande majorité des cas, alors Samuel, du coup, c'est un petit peu moins le cas, parce qu'il est encore foufou, mais je me rends compte que pour la grande majorité des cas, ceux qui réussissent, c'est ceux qui, dès le départ, sont le plus impliqués dans leur projet et qui ont une détermination vraiment au fond d'eux. Ça, dans le foot, je m'en suis rendu compte, ça m'a marqué. Et j'ai eu la même expérience au tennis, où en 2016, j'ai fait 10 semaines avec une Ukrainienne qui s'appelle Diana Yastremska, qui a fait demi-finale à l'Open d'Australie. À l'époque, elle avait 16 ans, elle était déjà sixième mondiale junior. Elle avait une détermination qui moi, m'a mis une claque par rapport aux joueurs français que j'entraînais. Et là, je me suis dit: «Ah ouais, là, en fait, on est le niveau au-dessus quand même. Là, c'est de la très, très haute performance». Alors bien sûr, il y avait des côtés qui étaient, extrêmes, que j'appréciais pas, mais c'est quelque chose qui m'a marqué. Et en fait, je le retrouve aussi au tennis, où ceux qui ont un petit truc en plus que tu sens dès le départ, ça ne veut pas dire qu'ils vont y arriver, mais tu te rends compte qu'il y en a beaucoup qui ont ce point-là en commun. Tu vois, ces choses-là où les mecs sont déterminés, ils bossent de leur côté, il y a pas besoin de les pousser. Voilà. Globalement, c'est plutôt ça. Je ne sais pas si on peut moi, le meilleur compliment qu'on puisse me dire, que le joueur ait réussi ou pas, c'est: «Merci, tu m'as apporté beaucoup de choses et même si je réussis pas dans ma vie sportive,
je sais que tu m'auras appris des choses. Tu vois, j'ai un joueur qui m'a dit ça il y a 2 ans, il savait pas du tout faire de vélo. C'est peut-être con, mais moi, je lui ai appris à faire du vélo. Il est sorti, il n'a pas été gardé au pôle. En fait, le gamin, il sait faire du vélo. Ça va lui servir toute sa vie. Donc, tu vois, au-delà du côté sportif qui me plaît, bien sûr, hem, la caractéristique commune, c'est qu'ils étaient tous déterminés et moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est que quelqu'un me dise: «Humainement, tu m'as apporté quelque chose». Parce que je pense que les Mmh. mecs qui sont déterminés, que tu sois là ou pas, finalement, ils y arriveront. Par un moyen ou par un autre, finalement, bon, je suis pas sûr qu'on peut accélérer leur progression, mais dans tous les cas, ils y arriveront. Quelqu'un qui est déterminé depuis son plus jeune âge, il y a rien qui peut l'arrêter. C'est vrai, mais c'est vrai qu'on c'est assez rare, je trouve, de trouver un sportif, qui est où on voit vraiment cette détermination. Moi, je sais que j'ai certains joueurs, tu te dis, trouve qu'ils sont pas forcément très très impliqués ou alors faut être un peu par-dessus eux pour qu'ils fassent les choses, ce genre de choses. Tu te dis: «C'est un peu dommage». Bon, ça fait partie du jeu, tu essayes de les éduquer et tout, mais parce que moi, j'ai personnellement, j'ai pas entraîné suffisamment longtemps une personne pour me Ouais. dire: «Ah ouais, celle-ci, elle est vraiment déterminée, quoi». Nous, tu vois, pour un peu illustrer ce que tu dis, là, moi, actuellement, donc là, je suis en Afrique du Sud, là, pour 2 semaines et demie avec les joueurs. On a une génération, là, qu'on amène, il y a 5 joueurs, et sur les 5, il y en a 4 qui sont vraiment très, très durs. Ils sont vraiment très, très durs. Tu es 24 heures sur 24 avec eux, 16 jours sur 7 et dans leur structuration, ils sont très, très loin du haut niveau. Ils oublient tout, tout le temps. Les bouteilles, le passeport, les balles, les heures de rendez-vous. Tu passes un temps fou à les éduquer. Donc ça ne veut pas dire qu'ils n'y arriveront pas, hein. Mais par contre, tu dois Mmh, bien savoir que sûr. tu as un rôle d'éducateur qui fait que là, tu as des générations qui sont plus faciles que d'autres. Ouais, Voilà. Mais c'est vrai. globalement, si à la fin du pôle France, j'aurais pu aider au moins à ce qu'ils se structurent dans leur vie quotidienne, ça sera déjà une victoire. Moi, ça me fera déjà plaisir. C'est clair. C'est le côté humain, Voilà. très positif de du Ah bien prépa. sûr. Bien sûr, parce qu'on Est-ce que on a un côté, pour compléter ce que tu dis sur le côté humain du prépa, en fait, on a un côté qui est bien, c'est qu'on n'est pas en je vais pas dire en confrontation directe, mais le coach tennis a un rôle un petit peu plus, tu vois, avec une certaine hiérarchie. Nous, globalement, les prépas physiques, très souvent, on est un petit peu plus jeunes, donc on est un petit peu plus, proche des joueurs. On a ce côté dépassement de soi qui fait que même si tu n'y arrives pas, tu seras pas jugé de la même façon qu'un entraîneur de tennis, tu vois? C'est un jugement qui est un petit peu différent. Donc en fait, on doit servir d'interface entre l'entraîneur tennis aussi et le joueur. On doit forcément toujours être du côté du coach tennis, bien sûr, mais on doit être capable d'avoir un rôle un petit peu de modérateur pour les joueurs par rapport à ça. c'est vrai, tout à fait. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour, conclure le podcast ou évoquer quelque chose qu'on n'aurait pas encore, évoqué? Hem Écoute, non, moi peut-être plus un conseil. Encore une fois, c'est d'autant plus en France que j'ai la chance de voyager pas mal à l'étranger. Je me rends compte que c'est pas toujours le cas par rapport à nous. On a la chance d'avoir, nous, plein de structures en France, des structures de bon niveau, mais ça marche quand même beaucoup au réseau. Ça marche énormément au réseau. C'est pas comme dans des pays anglo-saxons où tu as beaucoup plus, d'offres d'emploi, où tu peux beaucoup plus postuler de façon un petit peu plus, neutre qu'en France. Moi, le conseil que j'ai, que je m'en suis rendu compte, c'est vraiment, faites-vous un réseau énorme. Allez voir les structures, n'hésitez pas à demander. Au pire, on vous dit non, mais c'est pas très grave. Allez voir le pôle France de tennis, demandez au pôle France de rugby, rapprochez-vous des gens, en fait, qui sont dans des grandes structures parce que déjà, ça va faire prendre des bonnes habitudes et voir des façons de travailler qui sont très différentes, mais toujours basées sur du haut niveau et ça fait un carnet d'adresses qui est important, voilà et ça permet de rebondir de structure en structure. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est important et qu'on nous dit un petit peu pendant le master et la licence, mais en fait, on s'en rend pas forcément compte. Moi, je vois que sur tous les gens qui étaient dans ma promotion de master, en fait, tous ceux qui sont encore dans le haut niveau, dans des structures professionnelles, c'est des gens qui ont fait dès le départ des stages, qui ont vraiment poussé les portes pour essayer d'aller dans des structures de très haut niveau et les gens qui ont pas forcément fait l'effort, en disant: «Ah, il faut que j'aille faire un stage, c'est un peu loin, c'est un peu dur, il y a des heures de transport et tout ça». Je me rends compte, bah, qu'ils sont plus vraiment dans le milieu, en fait, finalement et ça, c'est quelque chose qu'on ouais, on nous donne bien la théorie, les planifications, les cycles et compagnie, mais finalement en pratique, entre ce qu'on peut appliquer par rapport à la théorie, des fois, il y a une différence qui est assez énorme et finalement, on peut même pas l'appliquer si on n'est même pas dans ces structures-là, en fait, finalement. Donc l'idée, c'est de se dire,
plus tôt on arrive à rentrer dans une grande structure, plus vite après c'est facile de naviguer dans ce haut niveau-là. Donc ça, c'est peut-être le petit conseil, ouais. C'est vrai et je crois que plus ça va, plus je l'entends, le fait de se faire un réseau, d'aller voir, ce qui se fait ailleurs dans les structures et tout et comme tu l'as dit, hein, au pire on nous dit non et ça change pas grand-chose. C'est pas Donc très grave, mais il ouais, faut je oser. te Voilà. Il faut oser. Moi, je sais, je sais que je remercierai jamais assez Olivier Morelli, qui a été mon tuteur de stage, en fait, quand j'étais à Montpellier au handball et après il m'a fait rentrer à Arlavignon au foot. En fait, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, parce que je suis allé le voir en lui disant: «Écoute, voilà Olivier, je suis très motivé, j'ai envie de bosser dans le haut niveau, c'est mon rêve depuis tout petit» et ainsi de suite. Et en fait, quand tu rencontres des personnes qui peuvent te mettre le pied à l'étrier comme ça t'ouvre des portes plus facilement. Donc en fait, faut vraiment pas hésiter à aller dans ces structures-là, avec des gens qui ont du réseau à la base. Et si moi, je sais que chaque année, j'ai des étudiants, sauf cette année parce que j'ai trop de joueurs, mais les 4 premières années, j'avais entre 2 et 4-5 étudiants. Je sais que les personnes que j'ai eues, le jour où j'ai des postes qui s'ouvrent, je sais qu'ils peuvent me contacter et si je peux les aider, je le ferai. Parce qu'ils sont identifiés, je les ai eus, je sais qu'ils sont sérieux, qu'ils sont motivés. Donc faut pas hésiter, voilà, faut pas penser que c'est inaccessible. Il faut vraiment, ouais, aller vers ces personnes-là. ouais et ouais, Olivier Morelli, il a beaucoup il a un gros réseau lui, il connaît Mmh. plein de choses, plein de monde donc Voilà, et alors là, ouais, je disais Olivier parce que c'était pour mon cas personnel, mais il y a plein de prépas physiques qui sont comme ça, oui, identifiés et établis dans des structures qui ont un énorme réseau. Et si on montre à ces personnes-là qu'on est motivé et ainsi de suite, on va progresser, mais il aura toujours en tête, moi j'ai en tête des anciens étudiants qui, le jour où on doit recruter quelqu'un par exemple à la fédération ou dans une autre structure où je serai plus tard, en fait, je sais que je pourrais compter sur eux éventuellement. bien sûr, c'est vrai. Je te rejoins à 100 là-dessus. Hem, autre chose à rajouter ou un petit mot de la fin, un petit conseil, général pour conclure le podcast? Non, mais écoute, en tout cas, c'est très gentil de m'avoir invité. Désolé pour les petits problèmes de téléphone au début, le tennis, c'est toujours en train de fourmiller, de messages et d'infos. Et merci de toi de faire ces podcasts-là, parce que c'est quand même très intéressant. Moi, je sais que j'en ai écouté, plusieurs de ce que tu as fait. C'est intéressant aussi d'entendre, bah, leur façon de penser aux invités et je trouve ça super bien que des gens qui sont motivés prennent le temps de faire ça, voilà, sur leur temps personnel. C'est pas tout le monde qui le fait et ça, je trouve que c'est des bons signes, des gens qui sont motivés, qui veulent progresser, qui veulent se créer justement ce réseau-là. Il y a toujours des petites infos à prendre, dans chaque enregistrement comme ça, il y a toujours deux trois petites infos à prendre qui sont intéressantes. Ouais, ouais, bah, c'est un peu le but aussi que chacun aille piocher, ce qui l'intéresse et tout, ce podcast ou un autre, hein. Il y en a plein d'autres qui Ouais, sont qui bien sont sûr. très intéressants. Ouais, il y en a Donc beaucoup. voilà. Alors des fois, là je parle pas du tout du tien, mais des fois il y a des chaînes, où c'est un petit peu trop, publicitaire pour se mettre en avant. Toi justement, ce que j'apprécie, c'est que c'est vraiment une discussion, entre gens qui sont, bah, passionnés et c'est ça qui est plutôt intéressant en fait. C'est ça que j'aime bien. Donc c'est pour ça, Ouais. désolé, ça a mis un petit peu de temps pour l'organiser, mais c'est vrai que parfois le planning est pas forcément facile. Oui, bah, c'est les aléas du podcast, hein, il y a pas de souci. Bah, écoute, merci à toi d'être intervenu, d'avoir, répondu à mes questions. J'espère que ça aura plu aux auditeurs, qu'ils auront pu du coup piocher, quelques informations. Donc, un Ouais grand merci à toi. et qu'ils hésitent pas surtout s'ils veulent, se rendre sur le centre de Poitiers, qu'ils hésitent pas à me contacter si c'est possible. Il y a aucun problème. Ça serait avec grand plaisir d'accueillir, tous ceux qui sont motivés. OK, bah, c'est bon à savoir. Est-ce que, les auditeurs peuvent te retrouver, quelque part? Bah, sur LinkedIn éventuellement, j'ai mon LinkedIn où ils peuvent me contacter là-dessus ou par OK. mail, voilà. Ou par mail éventuellement, c'est ahidalgo comme Alexandre Hidalgo @fft.fr. Donc s'il y a des gens qui ont besoin d'avoir des renseignements ou qui veulent tout simplement discuter ou venir sur Poitiers, il y a aucun problème, ça sera avec grand plaisir. OK. Bah, écoute, je vais mettre ça dans les liens de la description Ouais, du podcast, comme ça pour les intéressés, ils pourront te contacter. Alexandre, merci et merci, puis, bonne fin de journée à tout le monde et à la prochaine. Salut. merci, au revoir à tous. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast.
Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.